J'aimerais bien élargir le débat et parler non pas tellement de l'Iran seul, mais de ce qu'on pourrait appeler en termes de mouvements sociaux, le mouvement de ce qu'on appelle le mouvement vert, le Green Movement, mais qui n'a rien d'écologique, vous le savez, le mouvement vert en Iran de 2009, le juin-juillet 2009, un vert étant un peu les couleurs de l'islam, mais aussi des aléas de la désignation de ceux qui ont suivi un débat télévisé sur lequel je ne vais pas m'étendre. Donc, comparer ce mouvement à ce qu'on pourrait appeler les révolutions arabes. D'autant plus que je me suis passionné pour ces révolutions arabes. J'ai publié l'année dernière un livre aux États-Unis, en Angleterre, sur ce thème, et je continue à travailler dessus. Je crois qu'il faut passer outre les spécificités nationales, même si elles sont importantes, et penser en termes de, par exemple, mouvements sociaux. Il se trouve que le mouvement vert a été, sur plusieurs plans, précurseur de ce qu'on pourrait appeler les révolutions arabes. Et donc, vous voyez, ça dépasse la dichotomie arabe-adjam, ça dépasse la dichotomie iranien-arabe. Enfin bon, il faut vraiment essayer de réfléchir un peu dans des termes différents, d'anciens termes qui sont, par essence, d'abord réducteurs et en second lieu, générateurs de conflits qui n'ont pas lieu d'être. Entre arabes, iraniens, différents groupes musulmans, laïcs, etc. Bon, je reviendrai dessus. D'autre part, je veux, dans cette comparaison, me focaliser sur une catégorie et montrer en quoi cette catégorie a subi une mutation profonde du fait de ces mouvements, à savoir les intellectuels. En un sens, si vous voulez, le monde musulman, arabe et iranien, entre autres, a été quand même marqué par ce qu'on pourrait appeler l'avènement, à partir de la fin du XIXe siècle, de ce qu'on pourrait appeler les grands intellectuels d'avant-garde. Le modèle français a eu une prégnance énorme sur, si vous voulez, ce type d'intellectuel, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit en Iran. Et ces intellectuels d'avant-garde, que j'appelle les intellectuels grandiloquents, si vous voulez, ont été marqués par un certain nombre de caractéristiques dont certaines ont été empruntées à ce qu'on pourrait appeler le modèle français, le modèle occidental, et d'autres qui ont été reliés à ce qu'on pourrait appeler aussi la spécificité du monde musulman, notamment le monde arabe, le monde iranien, dans leur configuration géographique au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et surtout en relation avec ce qu'on pourrait appeler le ressentiment vis-à-vis de l'Occident. Une grande partie des intellectuels arabes et iraniens ont été marqués par cette espèce de rancœur, de ressentiment, d'antagonisme, si vous voulez, vis-à-vis de l'Occident, à juste titre, en grande partie, du fait de la domination coloniale, du fait de la manière dont les pouvoirs occidentaux ont traité le monde musulman, notamment arabe, avènement d'Israël, forme d'assistance inconditionnelle, si vous voulez, contre les États arabes à Israël, et d'autres thèmes, invasion, si vous voulez, de l'Irak, au mépris des règles internationales, bref, un certain nombre de choses qui ont fait qu'une grande partie des intellectuels du monde musulman, les intellectuels d'avant-garde, étaient marqués, si vous voulez, par ce ressentiment et ce rancœur. Cette façon de concevoir, qui est liée aussi à une forme de tiers-mondisme, ne doit pas nous faire oublier aussi le caractère destructeur de cette dimension-là. Je veux dire, et là je fais appel à Edward Said, qui évidemment a eu un apport énorme dans la compréhension des phénomènes liés à, je dirais, à l'anthropologie et aux sciences sociales coloniales, mais qui quand même a eu aussi cette influence de cantonner le phénomène dans une dimension dénonciatrice, c'est-à-dire ne pas aller au-delà, et du moins l'influence qu'il a exercée directement ou indirectement sur un certain nombre d'intellectuels dans le monde musulman était plutôt dans cette espèce de rancœur intériorisée, ce qui fait qu'on était constamment dans un rapport amour-haine vis-à-vis de cet Occident qu'on dénonçait,
Mais cette espèce de relation était à base de ressentiment au sens nietzschéen du terme, quasiment. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on arrivait mal à surmonter cette espèce de complexe d'infériorité pour affirmer la spécificité du monde arabe, du monde iranien, du monde musulman, dans une forme, dirais-je, de rapport beaucoup plus pacifié, beaucoup plus neutre vis-à-vis de cet Occident dominateur. Alors, ces mouvements, je ne vais pas m'étendre sur ces intellectuels d'avant-garde avec leur spécificité. D'ailleurs, il y a eu deux divisions. Il y a eu une division majeure, si vous voulez, dans le sens du courant marxiste et gauchiste d'un côté, et puis le courant islamiste. Les deux ont partagé ce trait-là, le trait tiers-mondiste exacerbé dans un rapport, si vous voulez, de ressentiment dans une subjectivité qui était assiégée, dans une subjectivité qui était intérieurement assiégée, donc intérieurement dominée par ceux que l'on dénonçait. Alors, le mouvement vert en Iran, avec les révolutions arabes, et c'est une des thèses que je soutiens, d'ailleurs j'ai soutenu dans ce livre, en long et en large, et que je vous soumets pour un regard critique, eh bien, remettent en cause ce statut-là. D'abord, les grands intellectuels arabes, dans leur écrasante majorité, n'ont pas soutenu la révolution arabe au début, du moins, et même quelquefois l'ont dénoncée. Il y a eu quelques intellectuels qui l'ont faite, mais dans l'ensemble, je veux dire, il y a une incompréhension. Incompréhension, parce que ces mouvements, si vous voulez, étaient des mouvements qui étaient, comme disent les anglo-saxons, leaderless, et ils se sont répandus, si vous voulez, sous une forme qui n'était pas la forme classique des révolutions. D'autre part, ces mouvements ont été marqués par ce qu'on pourrait appeler le caractère extrêmement effacé des acteurs principaux de ces mouvements. Ils ne voulaient pas accaparer le champ politique. D'ailleurs, c'est aussi l'un des éléments de leur fragilité future. Mais disons que c'était un rapport qui était totalement différent du rapport des intellectuels arabes ou des intellectuels révolutionnaires, si vous voulez, dans le monde. Ces caractéristiques que je développe et que j'aurai vraisemblablement pas le temps de développer dans cet exposé, eh ben, sont absentes chez ceux que j'appelle moi les intellectuels intermédiaires. Ce nouveau type d'intellectuel qui émerge, si vous voulez, que j'appelle intellectuel intermédiaire, est d'abord marqué par ce qu'on pourrait appeler la diversification du champ de son intelligence. Il fait appel à la pensée, il fait appel à l'éthique, il fait appel aux droits de l'homme. D'ailleurs, la notion de droit de l'homme devient une des notions centrales dans ces mouvements, avec une sorte d'effacement, du moins dans un premier temps, de ce qu'on pourrait appeler les idéologies explicites. Il n'y a pas d'idéologie fondamentalement construite, comme il y a eu par exemple dans la révolution islamique en Iran, avec Shariati, avec Khomeini, ou bien dans les phénomènes de nationalisme arabe du temps nassérien, où il y avait quand même un noyau dur de nations qui se construisaient, ou dans les mouvements islamistes dans le monde musulman, où il y a eu un noyau dur de ce qu'on pourrait appeler la référence à la Oumma, une sorte d'Oumma imaginaire qui justifiait le sacrifice de l'individu en tant que martyr dans une forme de djihad généralisé. Alors, ces phénomènes-là n'existent pas. Et c'est ça qui fait que d'ailleurs les bons nombres d'intellectuels d'avant-garde arabes, et même quelquefois du monde musulman, et quelquefois même de la diaspora, par exemple quelqu'un comme Tariq Ramadan qui a fait un livre que je trouve totalement contestable sur ces révolutions, pensant que c'était vraiment une sorte de complot occidental visant à renouveler l'hégémonie à partir de ces mouvements. Bref, ces mouvements n'obéissent pas à une logique, si vous voulez, qui était la logique classique des révolutions dans le monde musulman, dans le monde arabe, dans le monde iranien, et c'est en cela qu'ils ont été à l'origine du désarroi de ce qu'on pourrait appeler les grands intellectuels arabes dans leur écrasante majorité. Il y a eu quelques-uns qui ont essayé de comprendre, mais dans l'ensemble, la catégorie qui émerge, que j'appelle intellectuel intermédiaire, qu'on trouve en Iran et qu'on trouve aussi et surtout dans le monde arabe, est marquée par le fait de ce qu'on pourrait appeler d'abord la modestie. Ils ne cherchent pas à imposer un point de vue d'avant-garde à la société, parce que ces intellectuels d'avant-garde, si vous voulez, un peu selon le modèle français, se sentaient et se sentent quelquefois comme étant des prophètes dans des sociétés sécularisées ou en voie de sécularisation. C'était des prophètes, il y a une dimension prophétique
Eh bien, dans les intellectuels intermédiaires, ces dimensions prophétiques n'existent pas. Heureusement. La seconde caractéristique de ces intellectuels qui luttent et affirment, si vous voulez, leur vision dans la contestation des pouvoirs autoritaires, des autocraties arabes. Et ces nouveaux types d'intellectuels, on les voit aussi, par exemple, chez les médecins. En Syrie, au début, vraiment, il y a des groupes de médecins, des groupes d'infirmières en Libye, pour ne citer que les pays les plus marginaux, je veux dire, et où ces mouvements ont été plus faibles. Donc, éclatement du registre de l'intellectuel d'avant-garde, diversification du champ de l'intelligence, affirmation d'un nouveau type d'acteur qui donne à voir sa modestie et en même temps qui devient un peu l'intermédiaire, c'est pour ça que je l'appelle l'intellectuel intermédiaire, entre le mouvement social, le mouvement de démocratisation qui se met en branle et la société civile dans ses différentes parties. Là, en Iran, c'est très clair, le mouvement vert est marqué par l'absence quasi totale de ce qu'on pourrait appeler les intellectuels réformistes. Les intellectuels réformistes en Iran ont joué un rôle fondamental dans le fait de démolir, si vous voulez, la légitimité de Velayat al-Fari, la légitimité du gouvernement du jurisconsulte islamique sur lequel est fondé le pouvoir actuel, qui est donc le livre, Velayat al-Fari étant un livre écrit par l'ayatollah Khomeini en Irak, quand il était en exil en Irak, et qui est devenu en quelque sorte le fondement, le pilier, et la voûte clé de la constitution, si vous voulez, de la République islamique, qui l'a constituée en pouvoir théocratique. Alors, précisément, les intellectuels réformistes ont détruit ce pilier en montrant ses failles, en montrant qu'il était fondé sur des hadiths qui étaient vaïfs, qui étaient faibles, et non pas des hadiths fortes, sahih, et comment tout cela, si vous voulez, s'est créé en relation avec un nouveau type de phénomène qui a abouti au printemps vert. Au mouvement vert. Il est toujours vert le printemps. Oui. Enfin, dans les zones désertiques, il est un peu moins vert, mais peu importe. Alors, tout le problème est que ces intellectuels réformistes qui ont joué donc un rôle fondamental dans l'ouverture culturelle de la société iranienne et dans la remise en cause de la théocratie islamique, eh bien, ont été quasiment absents dans le mouvement vert. Il n'y a pas eu de slogan religieux. De même que dans le printemps arabe, dans les révolutions arabes, il n'y a pas eu de référent religieux à proprement parler. Cela ne veut pas dire que c'était des mouvements laïques au sens français du terme, non. Précisément, ce sont des mouvements où ces nouveaux types d'intellectuels s'affirment dans un rapport renouvelé avec le religieux. Je n'ai pas le temps de développer l'ensemble de ces phénomènes, mais dans la première période des révolutions arabes, parce qu'il y a deux périodes, du moins jusqu'à présent, de même il y a deux périodes dans le mouvement vert en Iran, dans la première période, qui est la période euphorique, la période, si vous voulez, du renversement du pouvoir autocratique, on voit l'émergence de ces intellectuels, on voit la constitution d'un champ culturel nouveau en effervescence, où l'interaction entre les différents participants me paraît fondamentale et prime sur ce qu'on pourrait appeler la religiosité explicite. Ça me fait penser à ce que disait Monterre ce matin au sujet de la nouvelle définition du religieux. Et bien, dans ces mouvements, on a cette mise en pratique, sans qu'il y ait un référent théorique, de cette façon de construire le religieux et le profane dans une forme d'échange généralisé où, précisément, on évite la frontalité. Et c'est ça qui est l'une des caractéristiques qui deviendra par la suite une faiblesse. Mais au début, précisément, la double dichotomie qui marque le champ culturel et politique du monde musulman, à savoir la distinction entre les laïcs et les islamistes et les religieux, et la distinction entre le profane et le politique, eh bien, tout cela est dans un sens résolu par ce qu'on pourrait appeler une pratique de la latéralité. Moi, je l'appelle une pratique de la latéralité, c'est-à-dire une manière d'engager la pratique qui surmonte ces dichotomies, ces antagonismes à partir de la pratique quotidienne. Par exemple, sur la place Tahrir, on voit bien qu'on organise un certain nombre de cérémonies où les Coptes font leur rituel religieux et les musulmans le font et ils font ensuite main dans la main.
évidemment, il n'y a pas une théorie sous-jacente à cette forme-là, mais c'est dans la pratique même que cela se constitue. Et cette pratique, évidemment, est marquée par une certaine fragilité, comme on le verra par la suite, mais c'est quand même l'irruption d'une nouvelle forme de religiosité, de nouvelle subjectivité qui construit ce que moi j'appellerais les fondements d'une société civile future. Et c'est dans cette espèce de pratique qui est marquée par, d'une part, la latéralité, d'autre part, par ce que j'appelle, moi, l'ambiguïsation volontaire, à savoir, on ne tranche pas. On essaie de contourner. On n'essaie pas d'affirmer que l'islam, par exemple, ne doit pas intervenir dans le champ politique, mais on fait en sorte qu'une certaine vision de soi dans la dignité puisse affirmer le primat de la citoyenneté. Donc vous voyez, il y a des contournements, des pratiques de contournement qui sont d'une très grande finesse. Et bon, évidemment, dans cette ritualisation de ce phénomène, que ce soit sur la place Tahrir, que ce soit en Tunisie par exemple, dans les petites villes, ou à la fin, si vous voulez, dans l'avenue Bourguiba, on voit bien comment il y a, dans cette première période des révolutions arabes, une remise en cause de cette frontalité intolérante et, dirais-je, cassante, inflexible, où les islamistes s'opposent aux laïcs, les partisans de l'occidentalité totale, dont certains intellectuels ont été les chantres dans le monde musulman, s'opposent aux partisans de l'islamité totale. Bref, on évite cela. Et c'est cet évitement qui est fondamental. Je veux ouvrir une parenthèse, dire que cette pratique de tolérance dans les faits rejoint en partie l'histoire européenne. Il y a des travaux historiques pionniers sur la Suisse d'ailleurs, mais aussi sur d'autres parties du monde occidental qui montrent que, par exemple, la manière dont on est arrivé à un compromis entre protestants et les catholiques n'a rien à voir, du moins dans un premier temps, à partir du XVIe siècle, à ce qu'on pourrait appeler la tolérance qui a été codifiée par la suite à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est plutôt le fait qu'on s'est dit que cette guerre sans fin entre les deux, avec des tueries, avec des incompréhensions mutuelles, ne pouvait pas durer ad vitam aeternam. Et donc on en est arrivé à des formes de compromis avant même que la théorie de la tolérance, si vous voulez, soit mise en branle par les penseurs occidentaux, Hume, etc., Voltaire, et bien sûr d'autres. Luther n'était pas quelqu'un de très tolérant. Il ne faut pas se faire leurrer. Mais cette espèce de pratique implicite dans des rapports qui se nouent et qui se mettent à l'épreuve les unes des autres est l'un des fondements, si vous voulez, de cette tolérance. Moi, j'ai l'impression que le printemps arabe, de même que le mouvement vert en Iran, le montre. D'ailleurs, le montre aussi en rappelant dans nos relations de genre. Ceux qui ont assisté vraiment au printemps arabe dans les premiers mois, et au mouvement vert, moi j'y étais, vraiment, voient bien comment les filles et les garçons, les femmes et les hommes, finalement contribuent dans une égalité, si vous voulez, implicite, qui a du mal encore à s'exprimer explicitement sur tous les plans, dans cet activisme où s'affirme la citoyenneté contre, si vous voulez, une vision rigide en termes de genre ou une vision inflexible en termes de sacré et de profane. Et là, par exemple, dans le mouvement vert en Iran, moi j'ai assisté vraiment comment les filles et les garçons ont fait des manifestations dans la rue, restaient jusqu'à 3 h du matin pour affirmer cette citoyenneté, si vous voulez, qu'elles appelaient de leur vœu. De même, dans le printemps arabe, on a vu sur la place Tahrir les femmes qui restaient tard dans la nuit et quelquefois jusqu'au matin et qui n'ont jamais été harcelées au niveau de la place Tahrir. Dehors, il y avait l'armée, il y avait aussi les Baltadjia, il y avait aussi d'autres groupes qui les agressaient. Mais au sein de la place Tahrir, dans le mouvement, ils ont été totalement, si vous voulez, à l'abri de toute forme de harcèlement sexuel. Alors, donc, idée que le printemps arabe, dans un premier temps, les premiers mois, si vous voulez, c'est l'effervescence d'une nouvelle forme de subjectivité qui est prémonitrice de ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté dans la dignité. Et ça se trouve exactement en Iran. La notion de karama en arabe se trouve karamat, le même mot arabe, en persan. D'ailleurs, la notion de karama peut se réclamer d'une dimension occidentale, évidemment,
la dignité du citoyen, mais aussi d'une dimension islamique. Dans le Coran, on sait très bien qu'on peut interpréter un certain nombre de versets à partir de cette vision-là. D'ailleurs, Dieu qui crée la dignité de l'homme comme Khalifatullah, comme représentant de Dieu sur terre, et un certain nombre de versets qui vont vraiment dans ce sens. Donc, cette notion de dignité est une façon de mettre en application, mettre en branle une nouvelle forme de citoyenneté dans une subjectivation effervescente. Et c'est fondamental. Il ne faut pas croire que parce que c'est de la subjectivation, parce que c'est dans une sorte d'effervescence, que ça ne revêt aucune signification. Évidemment, quand il y a un refroidissement, on voit bien l'émergence de deux nouveaux types d'acteurs qui contredisent les premiers, qui étaient des netizens. C'était des citoyens aussi en relation avec l'art, mais aussi des diplômés chômeurs en Tunisie, des personnes qui relevaient, si vous voulez, des syndicats UGTT, qui n'a pas eu... le rôle de syndicat dans la révolution tunisienne a été de loin plus important que le rôle de syndicat en Égypte, parce que c'était dominé par le pouvoir, et il y a seulement un syndicat dissident qui a pu avoir une influence dans les derniers jours de la révolution égyptienne. Bref, le premier temps, c'est quand même la constitution subjective d'une société civile en effervescence. Et cette société civile marquera des traces. Il ne faut pas croire que c'est une période d'instabilité qui sera surmontée. D'ailleurs, on voit bien maintenant qu'il y a le retour de ces formes-là, mais sous une forme plus institutionnalisée. Alors, ces intellectuels intermédiaires qui agissent sur une pluralité de registres interviennent en quelque sorte dans ce qu'on pourrait appeler la construction d'une vision de soi et de l'Occident qui est différente de celui des intellectuels d'avant-garde majoritaires arabes. Quand je dis les intellectuels d'avant-garde marqués par la rancœur, etc., évidemment, on ne peut pas le généraliser à tout le monde. Il y avait des exceptions. Par exemple, notre ami Hassan Hanafi n'était pas dans ce cadre-là. Quand il développait des choses, on voyait bien qu'il y avait une part d'initiative positive. Alors que nombre d'intellectuels du monde musulman, marqués par ça. D'ailleurs, on voit bien quand ils faisaient référence, et ils font toujours référence, si vous voulez, à cette notion de Mostarab, ou de Ka'bzadeh en persan. On sait bien que Jalal al-Ahmad a fait un livre qui a été traduit pratiquement dans toutes les langues, qui c'est Ka'bzadeghi, c'est-à-dire la maladie occidentale. C'est-à-dire nous sommes, non pas dominés seulement économiquement, nous sommes dominés dans notre mentalité, dans notre intelligence, dans notre intériorité, dans notre subjectivité la plus profonde, par ce qu'on pourrait appeler une occidentalité maladive, puisque ça dénature notre existence, ça nous rend incapables d'être des êtres humains. Or, tout ce phénomène, cette espèce de complexe d'infériorité liée à l'Occident est surmonté dans ces mouvements. On ne parle plus de l'Occident, ou on ne parle que comme témoin de la légitimité de ces mouvements en termes d'une démocratie qui est autochtonisée. C'est plus la démocratie, d'ailleurs, si vous vous en souvenez bien, du temps de Nasser, de même du Shah d'Iran, quand on parlait de ça, on vous traitait d'occidentalisé, c'est-à-dire vous prenez des notions occidentales. Et bien pour la première fois, de manière massive, évidemment quelques intellectuels refusaient cela, mais de manière massive, pour la première fois, dans le monde arabe, dans le monde iranien, dans le monde musulman, on voit l'émergence de cette dignité du citoyen qui se conjugue en relation avec une démocratie qui ne se réfère même pas à l'Occident. C'est devenu une exigence naturelle, en quelque sorte légitime, de ce qu'on pourrait appeler le nouvel individu. On assiste à un nouveau type de ce que j'appelle, moi, dans un jargon un peu pédant, principium individuationis, un principe d'individuation, où cette notion de démocratie est devenue purement et simplement la spontanéité d'une subjectivité en acte. Et donc pas la référence à l'Occident, la référence à d'autres mondes, mais plutôt une façon de s'affirmer dans la spontanéité d'une intelligence en œuvre et qui n'est pas dominée par la rancœur, par le ressentiment, par le rejet de l'autre avant de s'affirmer soi-même. Donc, cette première période est fondamentale dans l'émergence de ces individus, dans l'émergence de ces intellectuels intermédiaires. Évidemment, ce sont ces intellectuels intermédiaires, en Iran comme dans le monde arabe, et là aussi on rejoint cette transversalité qui me paraît quand même fondamentale dans la description de ces phénomènes sociaux, eh bien, ils sont fragiles.
Ils n'ont pas d'institution, ils n'ont pas d'organisation. Et même quelquefois, dans leur mode d'action, ils refusent toute forme d'organisation à partir de cette crainte qu'ils ont, si vous voulez, de devenir un peu comme les autres. D'ailleurs, on le voit, ce phénomène-là, on le voit aussi quelquefois dans le mouvement altermondialiste. Je veux dire, ce type d'acteur qui refuse ou qui a peur de se constituer au sein d'une organisation, eh ben, dans le mouvement altermondialiste aussi, on a des cas de cette nature. Et ce refus, évidemment, pose problème, parce qu'une fois que les révolutions sont faites, une fois que le champ politique est débarrassé des autocrates, il faudra reconstituer le politique. On ne peut pas éviter cela. Or, ces intellectuels intermédiaires, cette nouvelle subjectivité est malheureusement démunie face à cette nouvelle réalité. On voit bien l'émergence, évidemment, en Tunisie, on voit Ennahda, les partisans, enfin, ceux qui étaient en exil, ceux qui étaient en prison, etc., sortent avec cette légitimité liée à leur prison et à leur passé et à la constitution, si vous voulez, de cette organisation qui a préexisté à la Révolution. De même en Égypte, encore plus, avec le frère musulman, dont, vous savez bien, la constitution remonte à 1928. Donc, cette espèce de passé fondamental, eh ben, dans des élections qui, pour la première fois, quand même, sont beaucoup plus libres que par le passé, eh ben, ils obtiennent la majorité. Mais, il ne faut pas croire qu'une fois le pouvoir obtenu par eux, et donc la volonté, en un sens, de restructurer le champ politique à partir de ce qu'on pourrait appeler leur propre prémisse, et que cela, il ne faut pas croire que cela pourra se faire sans anicroche. Eh bien, les nouveaux types d'intellectuels, les nouveaux types je veux dire, de penseurs, entre guillemets, eh bien, petit à petit, arrivent à se constituer en groupe. Et c'est là où on voit bien qu'il y a l'irréversibilité. On ne reviendra plus à ce qu'on pourrait appeler ces formes autocratiques, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte. Je prends les cas égyptiens et tunisiens parce que ces deux cas, c'est quand même les deux cas paradigmatiques par rapport auxquels se mesureront les autres dans leur échec comme dans leur semi-succès. Évidemment, on peut parler de Yémen avec tous les problèmes que pose le tribalisme en désarroi, avec la domination de l'Arabie Saoudite. On peut parler de la Syrie avec cette espèce de massacre innommable et inqualifiable de la population par un régime qui est sanguinaire. On peut parler aussi de ce qu'on pourrait appeler l'absence de mouvement dans le monde, dans la partie pétrolière du monde arabe, mis à part la Libye où il y a eu comme une intervention occidentale, par exemple en Algérie, où le mouvement a été d'une timidité extrême pour des raisons qu'on peut expliquer à partir de la situation rentière du pétrole, mais aussi de traumatisme de la guerre civile dans les années 90, mais aussi du fait de la dynamique des mouvements locaux qui parviennent. Il y a plusieurs centaines de mouvements locaux, si vous voulez, qui en Algérie fleurissent et qui obtiennent gain de cause sur ce plan, je veux dire, régionalement, localement, quelquefois même dans les quartiers. Bref, il y a tous ces problèmes-là. Mais le caractère fondamental de ce qu'on pourrait appeler ces nouveaux types de mouvements, dont le noyau dur est constitué d'abord par le mouvement vert, mais qui échoue sur le plan politique. Sur le plan culturel, il réussit parce que ça délégitime totalement le pouvoir actuel. En Iran, actuellement, sur le plan culturel, si vous voulez, il y a l'hégémonie, le primat de cette vision, si vous voulez, de la nouvelle citoyenneté. Sur le plan politique, évidemment, c'est les islamistes, il y a la rente, mais il y a aussi le fait que les dirigeants du mouvement étaient issus du sein du pouvoir, et donc ils n'ont pas remis en cause le pouvoir. Quand les jeunes criaient « Ah bah le dictateur » la nuit sur les toits, ils l'ont réprimé, ils l'ont dit non. Et donc le mouvement a été progressivement marginalisé. Mais je suis persuadé comme sociologue que les choses n'en resteront pas là, et que dans un avenir pas très éloigné, on verra bien l'émergence de nouveaux types de mouvements en Iran. Et dans le monde arabe aussi, on voit bien ce type de mouvement montre l'irréversibilité de ces sociétés. Pour la première fois, ces sociétés s'affirment comme sociétés civiles. Pour la première fois, de manière massive, c'est par le biais de ces intellectuels, si vous voulez, qui émergent dans l'espace public, il y a la constitution d'un espace public digne de ce nom. Pour la première fois, on voit l'émergence de ce qu'on pourrait appeler la revendication d'une démocratie qui ne serait pas la reproduction aveugle
ou servile de ce qu'on pourrait appeler la démocratie occidentale. Pour la première fois, on voit bien dans la notion même de dignité un rapport à l'islam qui se conjugue dans la latéralité, qui se conjugue dans le primat de la pratique, et où la notion de la dignité du citoyen tente de jeter un pont entre ce qu'on pourrait appeler des exigences contradictoires entre l'islamité radicale et la laïcité radicale. Donc, moi je crois que ces mouvements marquent l'avènement d'un nouveau type d'individu, d'un nouveau type d'intellectuel qui, tout en étant extrêmement fragile et montrant leur fragilité actuellement sur la scène, eh ben, sont marqués par ce qu'on pourrait appeler une nouvelle modernité. Il y a trois modernités fondamentales, évidemment, là c'est aussi une analyse qui est réductionniste, mais comme toute analyse, il y a trois modernités dans le monde musulman, en particulier dans le monde arabe et iranien, et là vraiment ils se rejoignent. La différence iranien-arabe me paraît là vraiment insignifiante. C'est d'abord ce qu'on pourrait appeler l'autoritarisme nationaliste. Il y a cet autoritarisme nationaliste dans certains pays avec la remise en cause du colonialisme, dans d'autres avec la remise en cause de l'hégémonie occidentale, sans qu'il y ait eu un colonialisme direct. Par exemple, l'Iran n'a pas eu de colonialisme direct, mais ces nationalismes ont été marqués du sceau de l'autoritarisme. Par le haut, l'individu doit se sacrifier à la nation. Et cela il n'existe que dans ce sentiment, dans cette volonté de sacrifice de soi. Donc, primat, transcendance de la nation sur l'individu. Les mouvements islamistes sont marqués par le primat, si vous voulez, la transcendance, la primauté absolue, ce qu'on pourrait appeler la Oumma sur l'individu. Là aussi, c'est le martyr. L'individu ne peut se réaliser qu'en tant que martyr au service du mouvement. D'ailleurs, cette espèce d'idée qu'il faut que le sang verse pour que l'arbre de l'islam puisse prospérer est vraiment très prégnante dans les mouvements islamistes et leurs intellectuels qui, en un sens, rejoignent les intellectuels, dirais-je, tiers-mondistes, nationalistes, dans leur sentiment d'antagonisme insurmontable vis-à-vis de l'Occident. Alors, le troisième, c'est ça. Pour la première fois, de manière massive, pas seulement dans des cénacles intellectuels, pas seulement dans des cercles restreints, pas seulement dans des groupes déterminés, eh bien, de manière massive, on voit l'émergence de cette nouvelle subjectivité. Et la subjectivation qu'il met en branle engendre, malgré tous les obstacles qu'on connaît, une économie dépendante du tourisme en Égypte et en Tunisie, une structure qui est quand même marquée par une corruption profonde, un appareil d'État qui pose énormément de problèmes. Bref, tous ces problèmes, malgré cela, eh bien, cette irruption de la nouvelle subjectivation me paraît montrer l'irréversibilité de cette modernité dans cette partie du monde où on a vraiment un nouveau type d'individu qui ne se définit plus comme étant victime de l'Occident, qui ne se définit plus comme étant, en un sens, subordonné à une logique supérieure et écrasé par une logique d'État, et qui réclame sa dignité. Il appelle les gouvernants, il appelle le pouvoir, l'État, à respecter l'individu pour la première fois. Il n'a pas honte de dire « moi ». Voilà. C'est la première fois que, sous une forme, dirais-je, généralisée dans les nouvelles générations, on voit un individu qui dit « moi, j'existe ». Mais dans cette existence, évidemment, je reconnais un certain nombre de devoirs de citoyen, mais j'ai aussi des droits. Et c'est cette affirmation de droit, de soi, dans la dignité, qui me paraît fondamentale, malgré toutes ces péripéties tragiques qui entourent un certain nombre de ces révolutions dans le monde arabe. Merci de votre attention.